Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui dans cet auditorium, jour de grève. Ça n'a peut-être pas été facile pour tout le monde. On avait un doute hier soir en se disant qu'on aurait peut-être dû annuler, mais à la veille de la journée internationale du droit des femmes, nous nous sommes dit que nous faisions de la résistance et que nous gardions cet événement. Et la preuve en est, c'est que l'auditorium aujourd'hui est plein. Alors, pourquoi cet événement? Parce que nous lançons la 3e promotion d'Expertes à la Une. Je voudrais aussi saluer les personnes qui viennent de se connecter, parce que vous êtes là très nombreux, mais il y a des personnes qui peuvent se connecter aussi sur notre site, le groupe TF1, pour suivre en live cet événement. Donc, nous lançons la 3e promotion des Expertes, une initiative qui a été créée il y a 3 ans, à l'initiative de la direction de l'information, portée par Thierry Tuillier. Nous accompagnons 15 femmes chaque année pour leur permettre d'être plus visibles dans les médias, pour leur permettre de profiter de média training, de coaching. Donc ça, c'est une action qui nous permet d'améliorer nos chiffres, et Thierry Tuillier nous dévoilera les chiffres pour 2022. Mais le groupe TF1, au-delà de cette action, il est très engagé dans toutes les thématiques d'égalité et de parité entre les hommes et les femmes. Rodolphe Belmer, le président-directeur général de TF1, qui vient d'arriver, a d'ailleurs nommé des femmes dans son COMEX. Elles sont plus nombreuses aujourd'hui. Et nous portons cet enjeu qui est majoritaire au sein du groupe depuis plusieurs années. Et je vais demander à Rodolphe Belmer de me rejoindre pour ouvrir officiellement cet événement sur le lancement de la 3e promotion d'Expertes à la Une. Je ne sais pas si on m'entend. Oui, on m'entend. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous accueillir au nom du groupe TF1 dans cette salle, dans cet auditorium qui est très rempli effectivement aujourd'hui, et je m'en réjouis, pour cette journée consacrée à la présentation de la 3e promotion des Expertes à la Une. Alors, je suis entouré de Thierry Tuillier, le directeur d'information du groupe, qui est déjà en fait du groupe en charge de l'information, et de Valérie Langui, qui est la directrice générale adjointe du groupe en charge des relations humaines et de la RSE. Merci Madame la Ministre, merci Madame Isabelle Rome de votre présence et de votre soutien à cette initiative du groupe TF1. Nous sommes vraiment très sensibles. Merci également à Madame Dominique Bonnat de votre présence et d'avoir accepté d'être la marraine d'honneur de notre nouvelle promotion d'expertes. Vous êtes écrivaine, vous êtes membre de l'Académie française. La condition féminine a toujours occupé une place très importante dans votre œuvre. Et nos expertes, je crois, ont de la chance de vous avoir à leur côté comme marraine. À la veille de la Journée internationale des droits des femmes, je tenais à partager avec vous les convictions du groupe TF1 et notre engagement, ainsi que quelques résultats en matière de parité et d'égalité. Notre conviction tout d'abord. Le sujet de la parité et le sujet de l'égalité femmes-hommes est un enjeu de société majeur. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de donner aux femmes leur juste place, au-delà de l'impératif éthique évident, évidemment. On mesure nettement, à travers de nombreuses études, que la mixité et la parité sont aussi un enjeu économique pour les sociétés, un enjeu de performance pour les groupes humains et un enjeu de performance pour les entreprises en général. Le sujet de l'égalité et de la parité, c'est un sujet dans lequel le groupe TF1 s'engage depuis plusieurs années de façon déterminée, de façon constante, avec la mise en place de nombreux dispositifs, on va en parler peut-être aujourd'hui, qui vont du recrutement à l'accompagnement des carrières, de la formation au pilotage des rémunérations. Cela nous a permis de faire considérablement progresser le nombre de femmes managers au sein de notre groupe. On a aujourd'hui, par exemple, 48% de femmes managers. Donc on n'y est pas, mais on n'est pas loin. Ces derniers mois, nous avons largement féminisé, comme le disait Christelle à l'instant, notre comité exécutif, qui compte désormais 40% de femmes. Donc là aussi, on n'y est pas complètement, mais on n'est pas loin d'arriver à la parité. Tout cela pour dire que lorsqu'on décide de prendre un sujet en main, lorsqu'on met en place des initiatives, lorsqu'on met en place des systèmes de mesure de ces initiatives et de la transparence,
sur les résultats, on fait bouger les lignes. Je ne dis pas que c'est facile et totalement acquis, mais on voit que les progrès sont à portée de main et peuvent se matérialiser. Néanmoins, si nous, dirigeants d'entreprise, nous sommes en mesure de faire bouger les lignes dans la sphère professionnelle, il y a un univers où les choses sont plus compliquées, et il s'agit de la sphère individuelle. Et c'est là que nous considérons qu'un groupe comme TF1 a un rôle spécifique à jouer, un rôle en tant que média. En effet, comme vous le savez, nous sommes présents très largement dans les foyers français. Nous sommes regardés par près de 50 millions de personnes chaque semaine. Nos antennes disposent d'une très forte capacité de rassemblement des Français et nous avons, par le biais de nos rendez-vous d'information, mais aussi notre offre de divertissement, de fiction et de sport, le pouvoir de sensibiliser, de faire changer les regards et de faire bouger en profondeur les lignes. C'est ce à quoi nous nous attelons avec le dispositif des expertes, qui, j'espère, fait naître des vocations parmi les jeunes filles qui nous regardent dans des domaines aussi variés que la science, la médecine, la technologie, la justice, la recherche, le numérique. Car il n'y a pas de raison que ces filières soient le précaré des hommes. Ce dispositif engage nos rédactions sur les questions de représentativité et de parité, et je laisserai le soin à Thierry Tuillier de vous présenter les résultats très encourageants que nous avons obtenus et qui ont été rendus publics par l'ARCOM hier, sur les sujets donc de représentation des femmes sur nos antennes. Au-delà de la formation, nous avons une politique affirmée dans les grands événements sportifs, avec une diffusion très importante d'événements sportifs féminins sur nos antennes, comme la Coupe du Monde féminine de foot, par exemple, la Coupe du Monde féminine de rugby, la Coupe du Monde féminine de handball, donc une offre très, très importante sur les antennes du groupe TF1, avec une mise en valeur, une mise en avant très puissante, une revendication très forte, qui ont amené des audiences massives sur ces événements, avec 10 millions de téléspectateurs, par exemple, sur des matchs de football de la Coupe du Monde féminine. C'était un record, et des chiffres qui sont très spectaculaires. On le constate aussi dans notre offre de divertissement et de fiction. Ce sont des leviers formidables parce que ce sont des leviers qui véhiculent de l'émotion, le divertissement et la fiction, des leviers importants pour mettre en valeur des femmes au parcours exceptionnel. Et notamment, je pense à nos feuilletons quotidiens, comme Ici tout commence ou Demain nous appartient, à nos héroïnes de fiction, comme Sam ou Morgane dans HPI, sans parler de nos séries événements, comme Les Combattantes. Nous faisons donc beaucoup de choses, dans un nombre très important de programmes, dans des genres très variés. Nous avons des résultats à faire valoir, mais nous ne pouvons pas nous satisfaire du chemin parcouru. Nous ne pouvons que constater que la route vers l'égalité est encore longue. J'en veux pour preuve les résultats d'une étude que nous commenterons, que nous dévoilerons tout à l'heure, sur le sujet de l'égalité des chances femmes-hommes dans le monde de l'entreprise. J'ai été frappé de voir, on l'a vu dans le petit film qui a accompagné l'introduction de Christelle, j'ai été frappé de voir qu'un des termes qui revient très souvent lorsqu'on évoque le parcours professionnel des femmes, que le thème qui revient très souvent dans leur bouche, c'est le thème d'adversité. Ça montre qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, beaucoup d'efforts à faire devant nous. Et soyez assurés que nous continuerons à faire ces efforts, nous continuerons à nous engager au sein du groupe TF1 avec la même détermination pour la parité et l'égalité femmes-hommes, en tant qu'entreprise bien sûr, et surtout en tant que média. Merci à tous pour votre présence. Merci Rodolphe. Alors, il y a une femme dans cette salle dont vous ne connaissez peut-être pas le parcours professionnel, et je voudrais m'arrêter 2 minutes pour revenir sur ce parcours professionnel. À 23 ans, elle était nommée plus jeune juge de France à Lyon. Elle était ce qu'on appelle une JAP, une juge d'application des peines. Elle côtoyait le milieu carcéral. Ça l'a d'ailleurs beaucoup marqué dans sa carrière ensuite, d'être confrontée à cette société-là, à cette vie humaine. Et puis, elle est devenue juge de la détention, juge d'instruction. Je crois qu'elle a occupé à peu près tous les postes de la fonction du siège pénal. Présidente
de correctionnelle, présidente de la cour d'appel, présidente de cour d'assises. Dans cet univers, j'imagine qu'elle a eu à certains moments, comme beaucoup de femmes, et peut-être même comme beaucoup d'hommes, des doutes. Un manque de confiance peut-être parfois, peut-être aussi un manque de visibilité. Mais cette femme aujourd'hui, elle est ministre. Je vous demande d'applaudir Isabelle Rome, ministre à l'égalité entre les femmes et les hommes, ministre de la diversité et de l'égalité des chances. Madame la ministre. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur général, chère Christelle, la télévision est une fenêtre sur le monde. Elle permet d'inviter chez soi toutes les cultures, toutes les idéologies, toutes les sociétés. Elle permet de se divertir, de s'informer, de se cultiver. Elle est et doit rester un vecteur de connaissance, elle doit permettre de s'élever. La télévision a aussi une influence non négligeable sur ceux qui la regardent. Elle permet de véhiculer des idées, de débattre, de convaincre. Elle permet de promouvoir un produit ou une idée. Elle permet aux artistes de se faire connaître. Cette capacité d'influence en fait également un outil à manipuler avec précaution, précisément pour éviter les manipulations de masse et qu'elles ne deviennent le vecteur d'une propagande mortifère. Sur un écran de télévision, c'est notre société qui doit être représentée et en matière de parité, la télévision peut devenir un puissant outil de lutte contre les préjugés sexistes. C'est tout le cœur de votre initiative, chère Christelle, et je salue votre engagement. Et c'est pourquoi d'ailleurs je tenais à être à vos côtés aujourd'hui pour annoncer, pour lancer cette nouvelle promotion, tant je trouve que le travail que vous menez est pertinent, encourageant et donne espoir justement à plein de jeunes filles et plein de jeunes femmes. Experte à la une, qui propose d'arriver parmi les experts des plateaux de TF1 à une parité parfaite et l'illustration aussi de notre volonté gouvernementale en matière d'égalité femmes-hommes. Le rapport de l'ARCOM, que vous avez mentionné, Monsieur le Président, présenté hier, me rend optimiste quant à l'augmentation significative de femmes dans le paysage audiovisuel français. Seulement, nous devons aller plus loin, parce que si le taux d'expertes augmente à la télévision et à la radio, elle reste encore minoritaire dans les 3 thématiques qui représentent pourtant plus de la moitié des sujets traités, c'est-à-dire l'international, la culture et la société. Les femmes, sur un plateau de télévision, doivent occuper la place qu'elles méritent sur tous les sujets, celle d'expertes, présentes pour la finesse de leurs analyses, leurs compétences de spécialistes traitant d'un sujet précis ou, plus généralement, leur qualité de journaliste. Ce rapport de l'ARCOM pointe aussi une inégalité flagrante. Alors qu'elles occupaient en 2022 44% du paysage audiovisuel, il n'y avait que 36% du temps de parole qui était dévolu aux femmes. Non, nous ne sommes pas là pour décorer un plateau. Nous sommes là pour apporter au débat, nourrir la société de nos qualités intellectuelles et lui apporter notre regard. Dominique Bonnat, dont j'admire le travail, n'a pas intégré l'Académie française pour sourire et dire oui à tout. Elle a intégré l'Académie française et a révolutionné la féminisation des mots. Ce fauteuil 33 ne lui a pas été dévolu pour des questions de parité. Il lui est revenu parce qu'elle avait gagné le prix Renaudot, le prix Interallié, parce qu'elle était officier de la Légion d'honneur, parce que son parcours d'écrivaine est une aventure littéraire admirable, parce qu'elle a du talent et des lettres. En rédigeant son courageux essai « Le rendez-vous iranien » de Simone de Beauvoir, Chala Shafik a abordé avec force les questions de l'identité culturelle et religieuse iranienne au prisme de l'islamisme radical qui s'est abattu sur l'Iran en 1979.
vos écrits, je crois qu'elle est là, Chala, Shafik. Oui. Voilà, c'est ça. Voilà. Vos écrits d'une grande intelligence, cher Chala, en faveur des droits humains universels, prouvent, si cela était toujours nécessaire, à quel point il est crucial que la voix des femmes de tous bords et de tous horizons soit entendue. À quel point la voix des femmes sera toujours essentielle à la construction du monde auquel nous aspirons. Et je me permets une petite digression parce qu'aujourd'hui, il me semble important que cette voix des femmes qui représente finalement 52% de l'humanité soit bien entendue, parce que je pense aussi qu'un peu partout dans le monde, et notamment justement en Iran, en Afghanistan, eh bien, on les fait taire, ces femmes, on tue leurs paroles. C'est un véritable crime contre l'humanité qui est commis parce qu'en tuant finalement la parole des femmes, on nie leur existence en tant que telle. Et donc nous avons cette voix à porter aussi pour toutes les femmes du monde, pour les 52% de l'humanité de notre planète. Et puisque j'ai entamé ce tour de table, j'ai envie de dire aussi, avec beaucoup de modestie, que ce mot de portefeuille ne m'a pas été dévolu pour rien. Durant 35 ans, je me suis battue en faveur des droits et de la parole des femmes, comme magistrate puis comme haute fonctionnaire à l'égalité. Aujourd'hui, comme ministre, j'ai la chance de porter un plan ambitieux que je porterai demain en Conseil des ministres. Ce plan, qui va s'étaler sur 4 ans, comprend des mesures concrètes par lesquelles nous répondrons au thème de votre table ronde, qui est les femmes et l'adversité. Nous serons soutien des femmes dans leur démarche de santé et dans leur lutte pour l'égalité professionnelle. Nous serons protecteurs des femmes victimes de violences. Nous transmettrons une culture de l'égalité dans tous les lieux où notre jeunesse s'éduque et se socialise. Nous combattrons le sexisme, coûte que coûte, sur tous les terrains. Parmi les nombreuses mesures que nous présenterons, 2 sont destinées à promouvoir la place et la représentation des femmes dans les œuvres audiovisuelles. L'attribution d'aide du CNC sera conditionnée à la production d'informations détaillées justement sur la représentativité des femmes, tout en gardant, bien sûr, à l'esprit le besoin de liberté qu'appelle la fiction, qu'il ne s'agit nullement d'édulcorer. Ensuite, nous garantirons, grâce à la charte établie par l'association Femmes journalistes de sport, l'égalité femmes-hommes dans les rédactions sportives. Notre objectif est que d'ici 2025, 90% des médias aient adhéré à cette charte. L'organisation en France, l'an prochain, des Jeux olympiques et paralympiques nous engage à l'exemplarité. Cher Dominique Bonnat, vous avez dit de la littérature qu'elle donne accès à tous les milieux, tous les tempéraments, toutes les cultures. On cesse d'être enfermé dans son petit monde. Je forme le vœu que grâce à des initiatives comme Experte à la Une, on en dise bientôt de même pour la télévision. Et un petit mot personnel pour chacune d'entre vous, expertes ou futures expertes, c'est que oui, de l'adversité, on en rencontre toute sa vie. Des contrariétés aussi. Mais en revanche, quand on sait pourquoi on est là, à cet endroit, j'allais dire, ça permet de suivre sa ligne. Et quand on a des idéaux, ça permet aussi d'avancer et de ne jamais se résigner, de ne jamais reculer, de ne jamais renoncer. Donc ne renoncez jamais, allez-y. Et si vous êtes là, c'est parce que vous avez la compétence d'y être et ne doutez jamais. Voilà le petit mot que je souhaitais aussi vous faire partager. En tout cas, je vous remercie. Merci à TF1 pour tout ce travail. Et puis, je souhaite aussi une bonne réussite à cette nouvelle promotion. Merci à vous. Merci. Merci, Madame la Ministre. Alors, à la veille du 8 mars, journée donc internationale des droits des femmes, je voudrais vous citer cette phrase. « N'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse
pour que les droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais vraiment acquis. Vous devrez rester vigilante votre vie durant. Cette phrase, elle est signée Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir, qui a été une intellectuelle qui a pris position en 1979 durant la révolution islamique. Cette révolution, Madame Shafik, vous étiez là, Shala Shafik, je vais vous demander de me rejoindre. Vous avez écrit un livre sur ce rendez-vous iranien avec Simone de Beauvoir, et en 1979, vous étiez parmi les manifestants dans la rue. Alors, notre thématique, c'était les femmes et l'adversité. Et s'il y a bien des femmes qui ont dû faire face à l'adversité en 2022, ce sont les Iraniennes. Tout à fait. Une nouvelle fois, femmes, vie et liberté. Madame Shafik, j'aimerais que vous nous disiez quel est le message que véhiculent ces femmes depuis la mort d'une jeune étudiante pour une tenue jugée inappropriée et qui est décédée quelques jours plus tard, en septembre 2022, et ce qui a fait descendre les femmes dans la rue. Qu'est-ce qu'il veut véhiculer, ce message femme, vie, liberté, aujourd'hui, aux yeux du monde entier? Bonjour tout d'abord à tout le monde. Bonjour et merci à TF1 pour donner cette occasion de partager sur cet événement inédit, sur cette révolution femme, vie, liberté, qui envoie un message très important pour les Iraniens et Iraniennes, bien sûr, mais aussi pour le monde entier. Et c'est le message essentiel de cette révolution, c'est que les valeurs universelles ne sont ni occidentales ni orientales, elles sont, les valeurs des droits humains, elles sont universelles. Voilà. Les droits humains sont universels. Et donc, ce message-là a retenti dans les rues de Téhéran en 1979, quand Khomeini a appelé à la veille de 8 mars de 1979, alors qu'il y a quelques semaines qu'il est arrivé en Iran en tant que leader de cette révolution. En 1979, pour ceux et celles qui n'ont pas, peut-être qu'ils ne connaissent pas l'histoire iranienne, c'était la révolution qui a ramené les khomeïnistes au pouvoir. Donc, effectivement, les femmes et les hommes iraniens ont participé massivement dans cette révolution. Moi-même, étant jeune étudiante à l'époque, j'y avais participé pleinement. Mais on rêvait d'un monde meilleur. C'est le cauchemar qui est arrivé avec les islamistes au pouvoir. Et effectivement, le premier acte qu'a posé Khomeini était l'appel au port de voile dans les services publics. Et le lendemain, de manière spontanée, des milliers de femmes iraniennes étaient dans la rue, les infirmières, les enseignantes, les médecins, toutes les femmes qui étaient dans les services publics, et elles ont crié la liberté n'est ni orientale ni occidentale, elle est universelle. Et donc, des années après ou des décennies après, ce même slogan retentit dans toutes les rues du pays avec la révolution Femmes, Vie, Liberté qui converge à son sein toutes les populations, tout le peuple iranien. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour l'Iran, bien sûr, mais aussi pour le monde entier, puisque ça nous dit que nous devons, femmes et hommes, ne pas baisser le bras pour que la liberté advienne, pour que l'égalité advienne et pour que la solidarité ne soit pas un mot vain. Shala Shafik, en 1979, vous étiez jeune étudiante politisée de gauche, et vous me disiez, finalement, quand je suis descendue dans la rue pour cette révolution, pour changer ce pays et les dirigeants de ce pays, vous avez été un peu dupe. Vous n'êtes pas descendu dans la rue finalement parce qu'il y a 40 ans, comme vous le disiez jour pour jour, Khomeini a exigé le port du voile dans les lieux publics, mais pour d'autres raisons. Donc il y a une différence entre le mouvement de 79 et le mouvement qu'on a pu voir naître
en septembre 2022. Tout à fait. En fait, une des grandes leçons que j'ai, par rapport à mon parcours personnel, qui a rencontré beaucoup d'adversité, mais aussi adversité avec moi-même, puisque chacun de nous, nous sommes dans nos parcours amenés à nous regarder en face, à réfléchir. Et moi, tout le cauchemar qui a été, c'est la suite de ce qui est arrivé, mais aussi l'exil après, qui m'a amené en France. La France m'a accueilli, m'a adopté, j'ai adopté la France. Alors, ça, c'était effectivement, après, tout mon parcours a été quelque part déterminé par ce trauma, si je pourrais l'appeler par ce trauma. C'est que effectivement, je me suis demandé, parce qu'à l'époque, moi, j'étais bien sûr étudiante en sociologie, mais j'étais dans une famille où ma mère ne portait pas aucunement le voile. Nous étions d'une famille de classe moyenne, mais aussi éduquée, effectivement, et je n'ai jamais été éduquée dans une culture islamiste. L'islam que je connaissais, c'était ma grand-mère qui portait un voile, mais qui n'obligeait jamais les autres à le porter et qui me disait « toi attendras pour grandir, pour le choisir ou non ». Alors, si vous voulez, on ne connaissait rien de cette idéologisation de l'islam qui est le phénomène islamiste, qui est un programme politique, qui instrumentalise la religion pour un programme politique. Effectivement, moi, étant étudiante de gauche radicale, je ne pensais pas du tout à cet aspect-là. En fait, toute la gauche, mais pas seulement la gauche, aussi les progressistes nationalistes, les autres, les différents courants politiques qui étaient bien présents en Iran, n'avaient jamais, ça veut dire, en fait, à l'époque, ne voyaient pas le danger de l'islamisme. Et Khomeini passait comme une personnalité qui pourrait jouer un rôle de Gandhi pour l'époque, etc., etc. Je rappelle qu'en France même, ça veut dire en fait au niveau international, beaucoup d'intellectuels et beaucoup de gens étaient aussi dupes, si vous voulez. Ceci étant, une fois que vous avez vécu cela, quand il y a eu cette manifestation, moi je ne portais absolument pas le voile, et quand j'ai vu cette manifestation des femmes, je me suis dit, est-ce que c'est très important? Est-ce que c'est vraiment quelque chose pour lequel il faut descendre dans la rue? Et j'étais questionnée, mais en même temps pas convaincue, si vous voulez. Et finalement, je suis rentrée en même temps dans la clandestinité, puisque dès que j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire, le programme que les nouveaux dirigeants allaient porter, je continuais la lutte, mais cette fois-ci, moi j'étais dans un mouvement étudiant important contre le nouveau pouvoir qui s'instaurait. Donc je suis rentrée en clandestinité, ce qui m'a amenée après à l'exil. Mais à l'époque, je réfléchissais dans ce lieu clandestin, je me disais, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'ai pas regardé? Comment ça se fait que je n'ai pas vu ce danger fasciste, c'est-à-dire de ce mouvement fascisant qui allait s'accaparer de pouvoir? Une fois sur le chemin de l'exil, et après, effectivement, il y a eu une répression massive et des milliers de jeunes de ma génération ont perdu leur vie dans les prisons où ils ont leur jeunesse. Et j'ai consacré tout un livre, d'ailleurs, à cette page inédite de l'histoire de l'Iran, et qui s'appelle ce livre-là, s'appelle « Le nouvel homme islamiste, la prison politique en Iran ». C'est une réalité qui continue jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, hier même, ils ont dit qu'ils ont encore amnistié 50 000. Mais vous savez, c'est les chiffres, ou 5 000, pardon. 5 000, mais avant, il y avait 18, et avant, il y avait... Donc, vous pouvez imaginer le nombre d'arrestations pour qu'il y ait des amnesties, alors qu'il y a des gens qui sont toujours en prison. Voilà, je reviens à moi. Quand je suis arrivée en France, donc je ne connaissais rien de cette belle langue française. Donc, je l'ai appris ici. Et en fait, tout le temps, il y avait cette question qui me hantait. Pourquoi je n'ai pas vu?
comment ça se fait qu'on n'a pas vu, ma génération, nos aînés, comment ça se fait? Et donc ça, j'ai consacré, voilà, je suis allée bien sûr après continuer les études, mais en même temps écrire, et aussi bien des nouvelles que des essais. Et pendant tout le temps, quelque part, le thème et les thèmes de mes textes, que ce soit littéraires ou les essais sociologiques, étaient toujours cette histoire de comment regarder, comment voir, comment interroger. Et l'expérience iranienne comme un grand laboratoire qui nous apprend comment une idéologie peut prendre le pouvoir et aussi régner pendant plus de 40 ans. Et j'ai continué à regarder mon pays, et avec une diaspora très importante iranienne ici, iranienne qui comprend des millions des Iraniens à l'extérieur. Imaginez que l'exil et l'immigration qui a causé les vagues d'exil qu'ont causé la République islamique a amené des millions à l'extérieur, depuis l'Amérique jusqu'à l'Europe et dans d'autres pays. Et ça, aujourd'hui, ces femmes et ces hommes sont derrière cette révolution-là. Ça aussi, c'est un événement inédit, puisque moi, j'étais toujours, depuis le début, dans les mouvements de protestation à l'extérieur, mais ce n'était pas le cas des millions de personnes, mais elles sont là. C'est pour dire que ce qui se passe en Iran, ça ne va pas s'arrêter d'ailleurs, est très important. C'est pour la première fois qu'un mouvement révolutionnaire qui a pour le slogan central « Femme, vie, liberté », c'est une réalité internationale inédite aussi, ce n'est pas que pour l'Iran, convergent à son sein les hommes et les gens de toutes les classes sociales, les aînés, les jeunes, mais le cœur de cette révolution sont les jeunes. Et moi, il y a quelques années, quand j'étais en train de toujours écrire par rapport à ces choses-là, et j'ai découvert en fait les blogs des jeunes Iraniens. Je travaillais pour un roman sur les blogs des jeunes Iraniens, et j'ai vu que l'image de Beauvoir était très présente dans ces blogs, même des poètes qui faisaient des rêves érotiques par rapport à de Beauvoir. Ça m'a beaucoup questionné. Je me suis dit, moi, si je reviens à ma jeunesse, à l'époque, où étudiante de gauche, pour moi, Simone de Beauvoir n'était pas importante. Ça veut dire, en fait, pour moi, la question des femmes ne s'opposait même pas. Je disais, s'il y a l'égalité, socialisme, etc., tout va être réglé. Ce n'est pas la peine de penser que... C'est-à-dire que je ne pensais absolument pas que la question des femmes était importante et spécifique, si vous voulez. Et pour ma génération, de Beauvoir était quasi inexistante. Nous, on la voyait à l'époque, il y avait pas mal des ouvrages traduits en persan. Je les lisais, je lisais beaucoup. Et de Beauvoir, pour nous, était l'amante de Sartre, si vous voulez. C'est la personne qui partageait une union libre avec elle. Et même cette question, ça ne nous intéressait pas. Mais quand j'ai vu les jeunes Iraniens, et j'ai écrit d'ailleurs cet essai dont vous avez rappelé, et Madame la ministre aussi l'a rappelé, et voilà, je remercie par ailleurs par rapport à cette remarque que Madame la ministre a fait. Oui, nous avons été, encore une fois, c'est un miroir qui m'a été tendu par les jeunes, si vous voulez. Qu'est-ce que je faisais à l'époque? Qu'est-ce qu'ils font, elles et ils, à l'époque? Une jeunesse qui est... Et tout cet essai, ce n'est pas franchement sur de Beauvoir, c'est sur la passion des jeunes Iraniens pour la liberté, ce qui se joue actuellement dans les rues de l'Iran. Chala Shafik, merci. Une dernière petite question. Est-ce un point de non-retour entre le peuple et les dirigeants qui sont au pouvoir aujourd'hui? Oui, parce que, si vous voulez, je ne veux pas dire que demain c'est fini. Dès le début, je l'ai dit, c'est un processus en devenir. Mais ce qui est un point de non-retour, c'est la qualité existentielle de cette révolution. La qualité existentielle dans la mesure où cette révolution, qui converge à son sein toutes les luttes passées, elle
elle demande la liberté, l'égalité et en fait les valeurs universelles. Et c'est à la fois dans une continuité avec l'histoire du pays, mais aussi dans une rupture avec le moment présent, une rupture existentielle, culturelle, sociale et politique. Ce n'est pas possible que la République islamique puisse répondre à cette demande-là. Donc, il y a ce processus de non-retour, ça va continuer. Et même ces jours-ci, si vous avez regardé les informations, et j'ai écrit un papier pour Franc-Tireur qui sort, je pense, le 8 mars, c'est-à-dire mercredi demain, sur l'histoire d'empoisonnement des jeunes à l'école. Écolières et lycéennes. Des écolières. Effectivement, si vous voulez, pour moi, c'est très symbolique cette histoire. Il n'y a pas d'enquête, ça veut dire en fait, il n'y a pas assez de données, mais ce qui est clair, et ce que les gens disent, et ce que les gens ont raison de dire, c'est que dans un pays où le contrôle policier est total et totalitaire, on ne peut pas faire une opération de cette envergure sans que les gens de pouvoir soient impliqués. Maintenant, effectivement, moi je pense que cet empoisonnement renvoie encore à une idéologie presque fascisante qui, si vous voulez, dans laquelle, c'est une idéologie presque totalitaire, maintenant post-totalitaire, je ne rentre pas dans le débat parce que c'est plus compliqué, mais si vous voulez, la terreur s'inscrit, c'est l'ADN de cette idéologie. Donc maintenant, cette terreur-là, ici, à la veille de Nouvel An iranien, où le pouvoir attend quand même un renouveau de protestation, puisqu'on a une fête de feu pour le Nouvel An iranien, c'est le 21 mars. Et on a toujours le dernier mercredi de l'année. Selon une ancienne tradition iranienne très importante et une tradition laïque d'ailleurs, ce dernier mercredi, il y a une fête de feu. Et vous faites le feu, dans un lieu ouvert, et vous dites au feu, et en dansant, je te donne ma jaunâtre, ma couleur, tout ce qui est si vous voulez, de la tristesse, de maladie et tout, et tu me donnes ton rouge de feu, ta vitalité. Et donc, pendant ces dernières années, ces dernières décennies, le peuple iranien trouvait cette occasion pour manifester, et parce qu'il y a une identité, pas dans le terme d'une identité fermée, mais un retour, ça veut dire en fait une lutte culturelle très importante contre l'islamisme qui annihile toute culture. Toute culture, les cultures n'existent pas. C'est une religion qui s'impose comme une idéologie, en fait, idéologise la religion, puisque l'islam n'est pas l'islamisme, mais qui efface toutes les qualités culturelles, qui tendent à effacer. Il y a une résistance culturelle en face, et le pouvoir ayant peur de cette fête de feu qui se prépare en Iran, effectivement, c'est aussi toutes ces opérations tout à fait diaboliques, et aussi pour occuper la place et pour faire que la peur puisse régner. Mais en face, la résistance a commencé, et hier, depuis 3-4 jours, les parents, avec d'autres personnes, sont dans la rue à manifester contre ça, et tout le monde se mobilise. Donc, souhaitons vraiment une victoire à cette belle révolution qui est Femme, Vie, Liberté. On va rester sur cette phrase d'espoir. Merci beaucoup, Chala Shafik, pour votre témoignage. Merci à vous. Merci beaucoup. Alors après ce témoignage, la transition, évidemment, ne va pas être très simple. C'est vrai que nous avons choisi comme thématique l'adversité, mais vous le comprendrez, l'adversité, elle ne se situe pas au même niveau quand on parle des droits des femmes dans ces pays comme l'Iran ou même, je pense aussi à l'Afghanistan. Il y a
de l'adversité aussi dans l'entreprise à un autre niveau, qui est beaucoup plus, on va le prendre de façon un peu plus légère. Et pour vous parler de cette adversité que rencontrent encore les femmes dans l'entreprise, je vais demander à Stéphanie Rodriguez de me rejoindre, puisque nous avons réalisé une étude avec le groupe TF1 pour savoir où nous en étions sur justement les femmes dans l'entreprise, quelles sont leurs réussites, quels sont leurs parcours qui sont encore semés peut-être d'obstacles. Stéphanie, tu es chargée d'études au service communication et marketing de TF1. Je te laisse nous dévoiler donc cette première partie d'études sur les femmes et l'entreprise. Merci Christelle. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous pour vous dévoiler les résultats de cette étude donc, menée effectivement sur la thématique de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes dans le monde professionnel. Alors juste une très très brève introduction méthodologique, juste pour rappeler que cette étude repose sur 1021 répondants âgés de 18-64 ans, bien entendu représentatifs de la population française sur différents critères sociodémographiques. Et le terrain est tout récent, il a été mené sur le panel Toluna du 26 janvier dernier au 1er février. La première partie de cette étude, on a voulu répondre à une interrogation. Est-ce qu'aujourd'hui, être une femme est un obstacle à la réussite professionnelle ? Mais avant d'y répondre, un premier chiffre en préambule, qui est que 62% des Français pensent qu'il est difficile d'être une femme dans la société actuelle. Vous pouvez le voir, ça cache des divergences de point de vue entre les hommes et les femmes. Vous le verrez donc tout au long de la présentation, les petites pastilles de couleur entre les réponses des femmes et les réponses des hommes. Donc ici, ce sont donc les 3/4 des femmes qui sont d'accord avec cette affirmation, contre un homme sur 2 qui sont d'accord sur cette affirmation. Ensuite, on a demandé aux Français, est-ce qu'ils étaient satisfaits de leur carrière, de leur parcours professionnel, et ce par le biais d'une note sur 10. Vous voyez la note donc tout à gauche. La note chez les hommes est de 7 sur 10, contre seulement 6,3 chez les femmes. Si on regarde de plus près les notes supérieures à 7 sur 10 sur le côté droit du slide, vous le voyez de façon assez évidente, la différence entre les hommes et les femmes. Donc les hommes sont plus nombreux à donner une note supérieure à 7 à leur parcours professionnel, les femmes un peu moins. Et vous le voyez d'autant plus, l'écart se creuse entre hommes et femmes sur la population des CSP+. Vous voyez donc des petites évolutions qui sont mentionnées. Ce sont des évolutions par rapport à une précédente mesure en 2021. Et vous pouvez le voir, donc les femmes CSP+, sont moins nombreuses qu'en 2021 à se donner une note supérieure à 7, en tout cas à donner une note supérieure à 7 à leur parcours professionnel. Ce sont moins 8 points en 2 ans. Ensuite, peut-être une explication à cette moindre satisfaction chez les femmes, un chiffre à retenir, 81% des Français pensent que les femmes rencontrent davantage d'obstacles que les hommes pour réussir. Sont quand même près des 3/4 des hommes qui sont d'accord avec ce constat. Pour répondre donc à notre première interrogation, 50% des femmes pensent que oui, le fait d'être une femme est un frein à leur évolution professionnelle, contre seulement 21% des hommes qui pensent que le fait d'être un homme est un frein à leur évolution professionnelle. Vous avez donc, pour compléter le résultat qu'on vient juste de voir, le classement des autres freins à la réussite professionnelle chez les hommes, chez les femmes. Tant chez les jeunes que chez les femmes, le manque d'opportunités d'évolution est bien entendu un frein majeur à son évolution professionnelle. Toutefois, ce qu'il est intéressant de regarder, c'est le classement des femmes. Vous le voyez, donc des freins exogènes, le manque de confiance en soi, 28%, les contraintes, les responsabilités familiales à 21%. Et vous pouvez noter cette petite évolution, petite flèche, à plus 6 points par rapport à 2021 sur les responsabilités familiales, un frein qui prend de l'ampleur en 2 ans. Sur le cartouche, tout à droite, en dessous de la photo, vous avez un complément sur le constat du manque de confiance en soi, qui est là que 64% des Français estiment que les femmes sous-estiment leurs compétences. Et ce sont près donc un peu plus même d'un homme sur 2 qui sont d'accord avec ce point-là. Finalement, quelles sont les clés de la réussite professionnelle ? Pour les hommes, pour les femmes, pour les hommes. Top 3. Organisation, confiance, persévérance. Chez les femmes, vous le verrez, un peu plus de combativité,
puisque sont retenues comme les 2 clés de la réussite professionnelle pour les femmes la persévérance à 35% et la détermination à 34%. Deuxième partie de cette étude qui traite de l'égalité des chances. Premier résultat, 79% des Français pensent que le chemin vers l'égalité femmes-hommes est encore long. Et vous le voyez, là encore, divergence de point de vue, 88% pour les femmes, 69% pour les hommes. Si on creuse les différents aspects de l'égalité des chances entre les hommes et les femmes dans le monde professionnel, on voit effectivement, là encore, que le chemin est long. Si plus des 3/4, ou en tout cas les 3/4 des Français, estiment que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'intégrer des grandes écoles de formation scientifique ou alors de créer leur entreprise, vous le voyez par la suite, les résultats décrochent assez sensiblement pour descendre en bas de classement où l'on retrouve finalement que 53 ou 54% des Français qui estiment que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'être augmentées, d'obtenir des primes ou même d'atteindre un poste de direction. Si on descend tout en bas du classement, ce ne sont plus que 41% des Français qui estiment que les femmes ont les mêmes chances que les hommes d'avoir le même niveau de rémunération pour un poste équivalent. Bien entendu, ces résultats sont dressés sur ancienneté, âge et compétences équivalents. Vous le voyez sur le dernier point, le 41%, ce sont finalement plus que 30% des femmes qui sont d'accord avec ce point-là. C'est le chiffre qui est entouré en rouge. Enfin, pour terminer cette première exploration de l'étude, 2 chiffres à retenir. 73% des Français estiment que les femmes doivent en faire plus que les hommes pour que leur travail soit reconnu. Subtilité avec le chiffre d'à côté, 76% des Français pensent que pour arriver à un stade comparable à celui des hommes, les femmes doivent travailler plus dur que les hommes. Donc vous voyez 2 chiffres qui témoignent encore que les femmes ont trop souvent à faire face à l'adversité dans leur carrière professionnelle. Je vous retrouve après la table ronde qui suit pour vous présenter les derniers chiffres de l'étude. Merci. Merci beaucoup Stéphanie. Alors vous le voyez, il y a encore du chemin à parcourir puisque 81% des Français pensent que les femmes rencontrent davantage d'obstacles que les hommes dans leur carrière professionnelle. Et pour en parler, je vais appeler 4 personnes. Alain Melon, qui est le PDG de Helvet Packard Entreprises France. Laura Chobard, directrice générale de l'école polytechnique. Camille Weber, qui est PDG de la marque de l'entreprise Weber. Et puis Valérie Languille, directrice générale adjointe des relations humaines et de la RSE à TF1. Alors attendez, je vais... allez-y, restez là, ce n'est pas grave. Prenez un petit micro. Je vais commencer par vous, Camille Weber. Allez-y, Laura. Alors, Camille Weber, vous avez d'abord été salariée dans différentes entreprises, dont la nôtre. Très peu de temps, je crois, mais quand même. Vous avez eu un parcours de salarié en entreprise, puis vous avez été directrice générale d'une entreprise, et puis vous avez décidé de vous lancer, mais avec un défi assez particulier. Vous avez dû faire preuve, je pense, de beaucoup d'adversité. Vous n'avez pas gravi des collines, mais des montagnes, pour récupérer la marque Weber, qui était la marque de vos grands-parents. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce parcours dans l'adversité que vous avez dû parcourir ? Merci beaucoup. En tout cas, je suis vraiment très honorée d'être là. Donc, un grand merci de m'avoir conviée. Donc, en effet, moi, je suis la descendante d'une famille de joailliers. Je m'appelle Camille Weber et je représente la 7e génération en fait de la famille. La maison de joaillerie Weber était une maison qui était extrêmement connue durant notamment la période Art Nouveau, qui est une période qui s'étend de 1889 à environ 1914, où la maison a gagné de nombreux prix aux expositions universelles. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de bijoux Weber en fait, dans de nombreux musées, notamment à Paris, mais également dans le monde. Et en fait, en 1982, la maison ferme ses portes rue de la Paix. Voilà, mon grand-père ferme la maison. Et moi, depuis l'âge de 16 ans, j'ai vraiment cette envie au fond de moi de relancer la maison de joaillerie familiale. Donc, j'ai mis un peu de temps, en effet, à le faire, parce que je l'ai fait à l'âge de 40 ans, il y a un peu plus de 3 ans. Et la difficulté
que j'ai eue lorsque j'ai voulu relancer la maison de joaillerie, c'est que justement, comme ça faisait vraiment partie des fleurons de l'histoire de la joaillerie française, eh bien, il y avait un fonds spécialisé dans le réveil, en fait, dans le achat-revente de marques de luxe dormantes, qui avait déposé le nom Weber partout dans le monde. Donc, quand j'ai relancé la maison de joaillerie, eh bien, la première chose que j'ai dû faire, c'était de me battre pour récupérer mon propre nom de famille. Donc, moi, j'avais mis tout mon argent, bien évidemment. J'ai eu la chance d'avoir des personnes de la famille qui m'ont également accompagnée. Mais voilà, j'ai dû vraiment récupérer ce nom et faire face à un contentieux juridique avec en face de moi un fonds qui avait bien évidemment beaucoup plus d'argent que moi. Mais vous avez réussi à récupérer votre marque. Exactement. Laura Chaubard, donc vous êtes directrice générale de l'école polytechnique, vous êtes une ancienne de l'IX. Est-ce que dans votre parcours, alors vous avez eu différents postes à la direction de l'armement, au ministère des Armées, vous avez été aussi directrice générale du Grand Parc de la Villette, est-ce que vous avez dû faire face à l'adversité dans votre parcours professionnel, dans le milieu de la défense, un milieu plutôt masculin ? Alors, d'abord, merci pour l'invitation et pour l'opportunité d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai du mal à me reconnaître dans ce terme d'adversité, mais pour autant, j'ai fait des choix d'être une étudiante scientifique d'abord, le choix des maths, puis d'une thèse en informatique, puis le choix d'une carrière militaire qui m'ont amené à évoluer dans des environnements extrêmement masculins, où les femmes sont rares. Et comme dans n'importe quel groupe humain, quand vous avez 100 hommes et 10 femmes, eh bien, tout le monde ne connaît pas forcément tous les hommes par leur nom et leur prénom, mais tout le monde connaît le nom et le prénom et le visage des 10 femmes. Donc, dans ces environnements, les femmes sont plus identifiées, observées, exposées parfois. Ça peut être une opportunité quand elles sont exposées à un regard bienveillant, elles peuvent être portées par ces environnements-là, et ça peut être plus nocif lorsque le regard n'est pas bienveillant. Voilà, donc évidemment, ça transforme un peu l'environnement professionnel. Dans la société dans laquelle nous vivons, dans un environnement particulièrement masculin, la charge que peut représenter la double vie ou voire la triple vie que connaissent bien les femmes. On dit toujours vie professionnelle, vie perso, mais je pense qu'il y a une troisième vie parce qu'on termine notre première journée quand on rentre du travail, on termine notre deuxième journée quand on couche les enfants, et puis après il y a la vie perso, la vie pour soi. Et donc cette triple vie que connaissent beaucoup de femmes, plus que les hommes encore aujourd'hui, même si beaucoup d'hommes contribuent à cette triple vie, elle est évidemment moins prise en compte dans des environnements professionnels très masculins. Alors, vous me disiez, quand on a échangé ensemble, que lorsqu'on vous a proposé le poste de directrice générale de l'école polytechnique, mais alors, elle n'a pas hésité une seule seconde. Elle a dit oui tout de suite, ce qui est rare quand même. Est-ce que c'est parce que vous aviez fait Polytechnique avec cette discipline? On l'a vu, il y a des étudiantes d'ailleurs de Polytechnique qui sont en uniforme au fond de la salle. Est-ce que ça forge le caractère de passer par Polytechnique avec cet enseignement aussi militaire? Alors, sans doute que c'est une des valeurs qu'on essaie de transmettre aussi à l'école polytechnique, que chacun et chacune de nos élèves ressortent à la fois avec confiance dans ses capacités, confiance en soi. On a vu que c'était encore un des marqueurs des inégalités hommes-femmes, d'arriver à avoir confiance en ses capacités, mais aussi de se tourner vers les autres et vers le collectif. Et diriger une école, oui, ça m'a parlé tout de suite, parce qu'il y avait d'abord cette notion de service public, et puis Isabelle Robe l'a dit, c'est tellement plus facile d'avancer quand on sait pourquoi on est là. Et quand on m'a proposé ce poste, j'ai su que j'y serais bien et que je saurais pourquoi je serais là. Alain Melon, donc vous êtes le patron de HPE France, une entreprise américaine. Est-ce que les Américains prennent plus en considération ces enjeux d'égalité, ou est-ce qu'ils avaient de l'avance sur nous dans l'entreprise, par exemple ?
Alors déjà merci pour l'invitation parce que effectivement sur ce panel, souvent je participe à des tables rondes ou des panels et j'ai signé la charte Jamais sans elle et donc aujourd'hui je suis aussi le représentant masculin sur. Mais non, plus sérieusement, oui effectivement les sujets de diversité dans les entreprises américaines ils sont à l'agenda depuis je pense plus longtemps que ce qu'on peut avoir en Europe et ils sont à l'agenda dans deux sens je dirais. Le premier c'est que ils regardent les métriques, Rodolphe Belmer en parlait tout à l'heure, sur la représentativité qu'on a au niveau de cette diversité, que ce soit de genre ou autre. Mais aussi, et je pense que c'est quelque chose qui est plus important, ils regardent quels sont les moyens que l'on se donne pour arriver à changer ces métriques-là. Et donc, ils nous incitent beaucoup à regarder comment on participe à l'évolution de la société au sens large, pour alimenter les filières qui demain vont nourrir nos métiers. Et la question sur l'école polytechnique est intéressante. Dans le numérique, et HPE travaille dans le numérique, la représentativité féminine est un vrai sujet qui ne se traite pas dans l'entreprise, qui doit se traiter également en amont. Valérie Languille, alors tu as travaillé, donc tu s'occupes de la DRH et de la RSE dans le groupe TF1. Tu as travaillé dans le monde de la banque et de l'assurance. Est-ce que dans ces univers-là, aussi assez masculins à une certaine époque, tu as dû faire preuve de surmonter cette adversité pour réussir ta carrière professionnelle ? Bonjour à tous, merci. Alors j'ai travaillé essentiellement dans les services, pas uniquement la banque, le conseil, les médias, et ça fait 20 ans, donc plus de 20 ans que je fais des ressources humaines, et je dois dire que ça a beaucoup progressé. Donc je ne vais peut-être pas parler de mon parcours professionnel, je pense que on pourrait y revenir, mais ce n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant. Ce que je trouvais plus intéressant, c'était de mesurer le chemin parcouru, même s'il reste encore beaucoup de progrès à faire, et l'enquête précédente le montre bien. Mais ce que je trouve intéressant, contrairement au monde du numérique, c'est que le monde des services a une caractéristique, c'est qu'il est très féminin. Et quand vous avez 60% de femmes dans les couloirs, en fait, l'enjeu de la mixité et de l'accession des femmes aux postes à responsabilité, il ne saute pas aux yeux, puisque les femmes sont partout, dans les couloirs, dans les bureaux. Et très souvent, donc il y a 20 ans, l'argument majeur était elles sont aussi diplômées, et donc c'est des choix de vie, c'est des choix individuels. On n'a pas à interagir sur des choix individuels, elles font des choix qui leur sont propres. Et en fait, la grande difficulté, c'était de faire prendre conscience et de même rendre visible l'évaporation des femmes quand on monte dans les niveaux hiérarchiques. Et je reviens sur les métriques. Il y a eu une période qui a permis de basculer en fait dans les années 2000, notamment dans la banque assurance. C'est le moment où on a commencé à mesurer les choses, peut-être plus tardivement que les environnements de société américaines, et on a commencé à mesurer, mettre des chiffres, des statistiques, et les équipérages de toutes les banques, de toutes les assurances, et notamment les réseaux féminins, ont aidé, on y reviendra peut-être. À cette époque, alors il y a une des membres cofondatrices avec moi du réseau Financiel dans la salle. À ce moment-là, on s'est mis à mesurer, à mettre, à faire ce qu'on appelle la courbe dite du poisson. Et en fait, vous mettez en abscisse les niveaux de classification, donc les niveaux de responsabilité, puis en ordonnée, les pourcentages de répartition entre les femmes et les hommes. Et vous voyez que les femmes sont à 80% dans les niveaux hiérarchiques les plus bas, et puis descendent progressivement. Alors ça remontait un peu à la tête, parce qu'en fait, il y avait quand même des efforts déjà à l'époque sur les niveaux de responsabilité élevés. Puis vous faisiez la courbe inverse des hommes. Et dans toutes les banques et dans toutes les assurances, on s'apercevait que le croisement, donc le moment où les hommes deviennent plus nombreux que les femmes, c'était au premier niveau de management, donc premier niveau d'encadrement de proximité. Et par magie, toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, avaient la même courbe. Donc là, on était quand même sur un fait sociologique, statistique et quantifié, et non plus sur des choix individuels sur lesquels on avait peu la main, en fait. Et ce chiffrage-là, ce passage par la mesure, a permis, sans doute, avec d'autres choses, les lois sur les quotas, les programmes divers et variés, mais de faire prendre conscience collectivement qu'on était sur un sujet qui était commun à toutes les entreprises, qui ne relevait pas de l'individuel, mais du systémique et de l'organisation, et qu'à ce titre, les entreprises, les directions des ressources humaines avaient un enjeu de correction et pour garantir une meilleure équité. Donc oui, ça a beaucoup progressé. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Et si je peux rajouter une dernière chose, c'est que je pense qu'il faut maintenir
la pression, l'attention au travers des chiffres, parce que on revient très vite en arrière en fait dès qu'on perd de vue. Alors je vais encore citer Simone de Beauvoir parce que c'est quand même pour moi quelqu'un de très important dans ma vie et dans mes concepts sur le sujet. Et elle disait il suffira d'une crise pour que les droits des femmes soient remis en question. Alors je ne vais pas parler, je ne me permettrai pas des crises et de l'adversité au sens propre des Iraniennes ou d'autres, ou des Afghanes. Mais dans l'entreprise, ces crises, ça peut être tout moment de réorganisation, de transformation, de mutation, de fusion. Et je l'ai vécu à plusieurs reprises. Quand vous faites une fusion, vous veillez à une répartition égale des postes à responsabilité entre les deux entreprises. Et vous perdez de vue la question de l'égalité et de la parité des femmes et des hommes, puisque vous privilégiez naturellement la répartition des postes. Et donc, par 2 fois dans ma vie professionnelle, j'ai assisté à cette régression, puisqu'on a oublié de faire attention à la répartition entre les hommes et les femmes, et on s'est préoccupé d'autres indicateurs, et en 2 ans, vous perdez 10 points de représentation. Donc, toujours continuer à mesurer et à suivre, parce que le chemin parcouru peut toujours régresser. Alain Melon, 39% des effectifs chez vous sont des femmes. Comment procédez-vous au sein de HPE pour leur donner autant de chances de réussite que les hommes dans cet univers du numérique qui est encore très masculin, et pour ne pas reculer, comme le disait Valérie? En fait, déjà, je suis tout à fait d'accord avec le risque de recul à un événement externe ou dans la durée aussi, parce que quand on voit quelque chose à l'énergie et pas de façon systémique, il suffit qu'il y ait un peu moins d'énergie à un moment sur le sujet et ça régresse. Donc nous, en fait, on essaye d'avoir des méthodes assez simples. Sur tous les recrutements, je ne suis pas dans une logique de quota, je suis dans une logique de contrainte. Sur tous les recrutements, on s'impose évidemment des shortlists de candidats mixtes et des panels de recrutement mixtes. Et on voit que ça fait une différence, puisqu'il y a quand même un biais assez fort de recrutement sur les personnes qui nous ressemblent, tous autant que l'on est, qui demeurent dans l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on impose. Et on impose aussi quelque chose qui, je pense, est important, c'est cette notion de rôle modèle. On a, et je salue d'ailleurs l'initiative Experte à la Une de ce point de vue-là, on a des expertes techniques qui ont une vraie compétence, une vraie pointure dans l'industrie capable d'expliquer ces sujets-là, mais qui souvent n'ont pas la confiance en elles pour le faire. Et c'est quelque chose qu'on a vu les biais dans les statistiques tout à l'heure, où la confiance en soi pour avoir l'évolution professionnelle. Donc on impose de challenger ça. Et je demande à les managers de challenger ça lorsqu'on a des recrutements à faire. Si c'est une femme qui se présente et qu'elle dit syndrome de l'imposteur, je ne suis pas sûr d'avoir le job, alors que l'homme à côté va dire je suis la personne qu'il faut pour avoir le job, on challenge cette position-là de façon systématique. Et ça marche. Réellement, ça marche parce que ça oblige à avoir la discussion, à poser la question aux personnes et à ne pas rester dans cette posture qui génère le biais qu'on a vu dans les statistiques. Ouais. Et vous demandez à tous les étages de l'entreprise de réfléchir aussi aux nouveaux talents qui pourront ensuite grimper. Alors oui, ça c'est un vrai sujet, parce qu'aujourd'hui, au niveau du comité de direction, on est à 50-50. Alors on pourrait se dire très bien, on pourrait être satisfait. L'enjeu qu'on a, c'est pas d'être à 50-50 aujourd'hui, c'est d'y rester. Et donc il faut avoir un pool, un vivier de candidats qui soient capables, et de candidates, qui soient capables demain, de par leurs compétences, puisque c'est le critère numéro 1, de prendre ces jobs-là demain. Et donc ça se cascade dans l'ensemble de l'entreprise. C'est pas évident, c'est une lutte de tous les instants. Quand on voit les ratios qui ont été donnés côté Polytechnique, c'est vrai dans toutes les écoles d'ingénieurs, avec des variations légères. Et donc ça se fait au niveau d'orientation dès les premiers jobs. On est à peu près 50-50 en recrutement. Et après, souvent, on perd quelques compétences féminines. Donc c'est là où il faut, au bout de quelques années, où il faut pas se louper. Laura Chobard, alors quel est votre objectif? 20% actuellement de jeunes femmes à Polytechnique, et vous étiez 10% il y a 20 ans lorsque vous avez Félix. Comment vous envisagez d'aller chercher ces jeunes femmes manquantes dans ces domaines du numérique ou de l'ingénierie? Là aussi, c'est un combat, une lutte de tous les instants, puisque monsieur disait qu'effectivement, il adressait un vivier en recrutement d'ingénieurs où les femmes étaient trop rares. Les écoles d'ingénieurs sont un peu dans la même situation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a 20% de candidates au concours de l'école polytechnique et 20% d'admises.
Donc ça veut dire que le visier de candidates qui se présentent à l'école polytechnique, pour tout un tas de raisons qui mériteraient une analyse, ne sont pas assez nombreuses. Donc notre première action, c'est d'aller accroître ce vivier. Nous avons une équipe dédiée au sein de l'école qui s'appelle le pôle diversité réussite, dont certains membres sont présents dans la salle, qui font d'abord des actions de proximité auprès des lycéennes pour aller expliquer, incarner aussi. Tous nos élèves de première année vont dans les lycées dans une opération qu'on appelait l'opération Monge pour expliquer ce que c'est que des études d'ingénieur, comment se passe une classe préparatoire, parce que c'est souvent cette étape qui rebute les jeunes femmes, et surtout quelles sont les opportunités offertes aujourd'hui aux ingénieurs, et elles sont immenses dans tous les domaines de l'économie. Finalement, les écoles d'ingénieurs sont devenues une filière assez peu sélective. Parce que quand on fait une classe préparatoire, on est quasiment sûr d'intégrer une école d'ingénieurs. Il y a une pénurie d'ingénieurs dans toutes les entreprises technologiques françaises. Et pourtant, on a encore du mal à convaincre les filles de suivre cette voie. Et une fois qu'elles sont à la Polytechnique, est-ce que vous les accompagnez, par exemple, pour qu'elles aient peut-être un peu plus confiance en elles? Est-ce que vous les accompagnez dans la prise de parole? Est-ce qu'il y a un cursus spécifique? Il n'y a pas de cursus spécifique aux polytechniciennes. En revanche, je peux témoigner d'abord de l'excellent niveau avec lequel elles entrent à l'école et du fait qu'elles n'ont pas peur de prendre la parole. Vous pourrez les interroger tout à l'heure. Et du fait que cette génération est consciente aussi du biais qu'entraîne un environnement non mixte et pour beaucoup militante. Oui, je ne peux que m'en réjouir. On le voit dans beaucoup de domaines. Valérie Languille, qu'est-ce qui est mis en place, puisque nous sommes à TF1, justement pour faire émerger ces femmes à plus haut niveau dans les sphères et dépasser ce plafond de verre? Tu me donnes 2 heures pour... Non, rapidement, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Non. Ben, je pense que ce qui est important, et donc je vais pas être exhaustive, mais c'est de préciser que, en fait, c'est une approche systémique. Il n'y a pas une recette magique. Donc la première chose, c'est de se donner des objectifs, de les suivre et de ne pas les perdre de vue. Donc c'est les 40% au comité exécutif, en espérant qu'un jour on atteigne vos 50%. Mais on est très fiers d'avoir porté, grâce à des objectifs qu'on suit tous les ans et qu'on ne perd pas de vue, la part des femmes dans notre top 150 de 28% en 2015 à 48% aujourd'hui. Donc voilà, c'est des objectifs partagés, connus et suivis. C'est aussi de revoir tous nos processus RH systématiquement, parce que finalement, mesurer des écarts de rémunération, c'est assez simple, hein, ça se chiffre et ça se corrige. Donc c'est au recrutement de vérifier que les femmes et les hommes sont embauchés au même salaire, c'est les taux de promotion. Donc là aussi, on est sur un suivi assez rigoureux et annuel. C'est d'accompagner les femmes pour leur donner confiance, même si elles l'ont de plus en plus, mais surtout leur donner, leur affirmer que l'entreprise est derrière elles et qu'elles puissent exprimer toutes leurs envies, tout leur potentiel. Et puis c'est d'accompagner aussi tous les autres acteurs, parce qu'il n'y a pas que les femmes, et c'est pas les femmes qui ont un problème, hein, c'est un ensemble d'acteurs. Donc bien sûr, il y a le sponsoring de la direction générale, et on a la chance d'avoir un président directeur général très, très sensibilisé. C'est d'accompagner les managers, de les sensibiliser. C'est l'ensemble des collaborateurs. Donc on a des formations obligatoires de l'ensemble des collaborateurs, des managers. Puis on a un réseau interne, 50-50, qui est mixte et qui est aussi une source à la fois d'action vis-à-vis des collaborateurs et collaboratrices, mais aussi d'échanges et de notre aiguillon pour les équipes RH. Et puis récemment, on a aussi développé une ambition et des objectifs plus ciblés sur les métiers du numérique, parce que quand on est dans les médias, on a une majorité de femmes. Or, aujourd'hui, de plus en plus, les métiers de demain sont les métiers du numérique, de la data, de la tech, dans lequel on a les difficultés de recrutement que vous évoquiez. Et donc, on s'est fixé comme objectif de faire mieux que les sorties d'école, donc d'aller chercher... On n'a pas l'ambition à ce stade d'atteindre 50% dans les recrutements, parce qu'on est bien incapable avec le nombre de candidates qu'on a, mais chaque année, on se donne un objectif supérieur aux sorties d'école d'ingénieurs, de telle manière à corriger progressivement.
Camille Weber, rapidement, vous devez encore faire face à l'adversité parce que vous avez décidé de faire une entreprise à impact et donc vos concurrents travaillent avec du diamant naturel et vous avez décidé de travailler avec du diamant artificiel. Donc c'est la guerre. Comment on arrive à trouver sa place rapidement? Pour moi, c'est pas la guerre parce que je voulais vraiment relancer une maison de conviction qui représente mes valeurs. Donc c'est vrai que je propose des bijoux, donc forcément avec des diamants. Et la question était comment faire pour m'assurer que les diamants sont extraits dans des bonnes conditions, comment connaître parfaitement la traçabilité de la filière. Et il m'était impossible de pouvoir répondre à cette question. Et alors j'ai découvert que le génie humain aujourd'hui était en mesure de reproduire un diamant. Donc un diamant, c'est de la cristallisation de carbone. Et donc aujourd'hui, on peut acheter ce qu'on appelle des diamants de laboratoire. Alors c'est extrêmement dur à faire, hein. On met un petit bout de carbone dans un laboratoire et par différentes méthodes, le diamant se cristallise, le carbone se cristallise, pousse, et c'est un diamant brut. Et là, eh bien, on ne sait pas ce que c'est, il faut le polir, il faut le tailler, et on sait quelle va être la nature du diamant. Mais est-ce que c'est difficile de vous imposer dans ce monde-là ? Alors oui, c'est assez difficile dans la mesure où en fait ça remet en cause la filière traditionnelle et que c'est vrai que sur ce marché justement du diamant de synthèse, c'est la terminologie aujourd'hui, il n'y a pas de grands groupes de luxe. Donc on va avoir en face de nous tous les grands groupes de luxe qui défendent totalement leur filière des diamants de mine et qui voient hélas d'un mauvais œil l'apparition du diamant de laboratoire. Pourquoi ? Parce qu'il fait poser un certain nombre de questions, justement, qui sont des questions qui sont importantes sur la filière, sur le prix, comment est fixé, en fait, le prix du diamant, et sur les conditions de travail et d'extraction, justement, de ces différents diamants. Donc, en effet, il faut arriver à se faire entendre. Et il y a un lobbying assez important contre le diamant de laboratoire. Alors, rapidement à tous les quatre, parce que le temps passe. Camille Weber, si vous aviez un conseil à donner, quel serait-il ? Juste ne rien lâcher, être déterminé, on y arrive. Voilà. Laura Chobard, si vous aviez un conseil ? Suivre sa curiosité, trouver des endroits où on va continuer à apprendre et on sait qu'on est à sa place. Et ça donne l'énergie d'avancer. Moi, je dirais oser. Valérie ? Et ouais, toutes les femmes dans la salle, jouez votre rôle de rôle modèle. Merci à tous les quatre pour ces échanges. Je vais demander maintenant à Stéphanie Rodriguez de revenir sur scène pour nous présenter la deuxième partie de notre étude sur la visibilité des femmes dans le monde professionnel et bien sûr dans les médias, puisqu'ensuite nous présenterons notre promo d'experte numéro 3. Tout à fait, merci Christelle. Alors je veux bien la présentation. Merci beaucoup. Alors, sur la dernière partie de cette étude, on a mesuré, comme le disait Christelle, la visibilité des femmes et leur représentativité dans différents secteurs. Mais avant tout, un chiffre à rappeler, c'est 66% des femmes, et non des Français, qui pensent que le fait d'être une femme leur limite l'accès à certains secteurs d'activité. Et vous le voyez, chez les moins de 35 ans, ce chiffre passe à 70%. Si on regarde secteur à secteur, là, vous pouvez voir les secteurs où la mixité femmes-hommes est plutôt bien perçue. On a plus de 80% des Français qui estiment que les femmes sont suffisamment représentées dans ces secteurs. On retrouve des domaines, vous le voyez, un peu plus artistiques, le cinéma, la littérature, la musique, mais également le journalisme ou encore le secteur de la santé. Ensuite, si on regarde d'autres secteurs, là vous voyez la perception est un peu plus contrastée, cette perception de mixité. D'ailleurs vous le voyez dans les chiffres, puisque les écarts se creusent entre les résultats des hommes et des femmes. On retrouve ici la justice,
le sport, l'énergie, la gastronomie, la politique ou l'entrepreneuriat. Si on prend l'exemple du chiffre entouré en rouge, vous voyez, ce ne sont plus que 38% des femmes qui estiment que les femmes sont suffisamment représentées en politique. Et enfin, le bas du classement, on retrouve ici les secteurs où les femmes sont donc insuffisamment présentes. En tout cas, c'est bien donc la perception des Français. Et vous le voyez, on retrouve ici les sciences et l'ingénierie, la finance, le numérique, la sécurité ou même l'agriculture. Ce sont donc les secteurs où il y a urgence d'accroître la visibilité des femmes. On leur a demandé finalement, mais pour quelles raisons les femmes ne sont pas suffisamment représentées dans certains secteurs. Vous avez donc là l'ensemble des propositions qu'on leur a suggérées et le top 3, vous le voyez, à 38%. Les Français estiment que peut-être ceci pourrait être dû au fait qu'il y a quelques secteurs qui sont machistes et dans lesquels se faire une place quand on est une femme est difficile. À 32%, deuxième raison, elles n'y auraient peut-être pas été encouragées lors de leur orientation professionnelle. Ou, troisième raison, à 28%, elles n'oseraient peut-être pas intégrer des secteurs dits masculins. Voilà, vous le voyez, les autres raisons, recueillent un petit peu moins de réponses. Toutefois, sur la quatrième ligne, le 18% est intéressant aussi. Il y a 18% des Français qui se disent que peut-être que tout simplement, les femmes ne seraient pas intéressées par ces secteurs-là. Toutefois, si on regarde les résultats entre les hommes et les femmes, on voit que là, il y a peut-être une petite idée reçue chez les hommes, puisque finalement, le 21% contre le 14%, 14% seulement des femmes qui déclarent que les femmes peut-être manqueraient d'intérêt pour ces secteurs. Dernière partie de cette étude, on a conclu par la mesure de la visibilité des femmes, tout particulièrement à la télévision, et bien entendu la visibilité des expertes que vous retrouvez sur la première ligne du graphique. Donc vous pouvez le voir, le résultat il est assez frappant puisque les expertes sont les femmes les moins visibles à l'écran. 42%, c'est le chiffre donc sur la barre rouge, 42% des Français estiment que les expertes ne sont pas assez visibles à l'antenne. Et donc, ça, c'est comparativement, vous le voyez, à tous les autres chiffres que sont les femmes journalistes, les femmes animatrices ou même des femmes tout en bas de classement, les femmes candidates à des émissions de télévision. Donc, voilà, cet enjeu de visibilité des expertes est d'autant plus important que vous le voyez par rapport à 2021. Vous voyez la petite évolution, c'est 6 points de plus sur ce 42%, donc une visibilité qu'il faut accroître. Toutefois, je termine par une bonne nouvelle. Donc, dernier chiffre que je peux partager avec vous aujourd'hui sur la visibilité des expertes dans les programmes d'information. Aujourd'hui, 42% des Français trouvent que les expertes sont plus visibles qu'il y a quelques années dans les programmes d'information, ce qui montre que l'ensemble des initiatives menées par les médias n'ont pas été vaines sur ces dernières années. On espère donc que les prochains chiffres que nous pourrons ressortir renforceront cette visibilité des expertes. Merci à tous. Merci Stéphanie, et nous sommes heureux de constater que les Français effectivement soulignent les efforts des médias. Et je vais demander à Thierry Tuillier, le directeur général adjoint de l'information, de me rejoindre pour nous présenter justement ces chiffres qui ont été rendus publics hier par l'autorité de contrôle de l'audiovisuel. Merci Christelle, merci d'avoir organisé cette journée. Bonjour à toutes et à tous. Alors, en effet, et merci pour ces chiffres parce que ça confirme les tendances constatées au sein du groupe TF1. Quand on parle du groupe TF1, c'est TF1, les JT, les magazines, mais c'est aussi LCI. Alors, pour ce qui concerne les JT, depuis qu'on a lancé ensemble, Christelle, le programme, c'est-à-dire à peu près 5 ans maintenant, il y a une progression de plus de 28 points. Donc, on a hier pu communiquer auprès de l'ARCOM en disant que c'est 53% d'expertes présentes dans nos journaux télévisés, 13h, 20h et week-end, ce qui est une bonne chose. Je reviendrai aussi sur les limites de ce chiffre. Pour ce qui concerne LCI, écoutez, c'est un peu moins bien, puisque c'est 36% de représentation des expertes, mais cela s'explique aussi dans la mesure où, alors c'est une progression d'une année sur l'autre, mais plus modeste, ça s'explique notamment parce qu'on n'a pas mesuré. C'est quand même assez compliqué de mesurer LCI puisque c'est quasiment une chaîne d'invités. Il doit y avoir une 50aine d'invités par jour. Et donc le baromètre
qui permet de le quantifier a été mise en place plus tardivement que sur TF1. Mais quand on mesure, on progresse. Et c'est ce qui permet de se dire qu'on est assez optimiste. Ça tombe bien, puisqu'il y a Charlotte notamment, qui est la patronne de la programmation sur LCI qui est ici. Un petit message personnel. Il faut continuer et accélérer, Charlotte. Donc sur les limites, malgré tout, parce que je rejoins un peu tout ce qui a été dit précédemment et qui m'a beaucoup impressionné, notamment le témoignage de notre sociologue iranienne. Il est vrai qu'il y a quand même pas mal de difficultés. D'abord, en temps de parole, on l'a noté tout à l'heure, les femmes, même si elles s'expriment plus souvent, sont quand même moins représentées en termes de temps de parole. Donc ça, il faut le corriger de toute façon. Et puis, il y a malgré tout un résultat fragile, puisque je souhaite, moi, pouvoir mesurer cette tendance sur le moyen terme. Donc ce n'est pas une année, ce n'est pas 2 années. Il faut que dans les 5 ans, ce ne soit plus un problème, ce ne soit plus un sujet. À la limite, qu'il n'y ait plus peut-être des réunions comme aujourd'hui et que ça devienne naturel, finalement, qu'on ait une répartition juste de la population homme-femme. Je le dis souvent auprès des équipes, c'est une question de principe. C'est absolument indispensable que nous soyons représentatifs de la société française. C'est valable pour la parité homme-femme, c'est valable pour plein d'autres sujets de représentation. Mais c'est aussi une question, j'allais dire, d'efficacité. C'est-à-dire quand on est un grand média comme TF1 et qu'on est au centre finalement des conversations, en ayant les journaux les plus puissants du pays, on ne peut pas se permettre de ne pas représenter toute la société française. Donc c'est une question d'efficacité en même temps qu'une question de principe. Et je pense que c'est important de se le dire. Bonne nouvelle aussi du côté des LCI, puisque c'est LCI qui recueille le plus grand nombre, je crois que c'est 40%. 41% d'invités politiques femmes. Ça prouve aussi qu'au sein de la classe politique, parce que je crois qu'il y a des députés ici présentes, ça prouve aussi qu'au sein du personnel politique, il y a une évolution. Parce que si on veut inviter plus de femmes, il faut aussi qu'il y ait plus de femmes qui sont élues, sénatrices, maires ou députées au sein de notre pays. Et c'est aussi cette évolution de fond que nous accompagnons et que nous devons accélérer dans les prochaines années. Alors, je vous propose de faire le petit bilan avec la promotion 2 à travers une vidéo. Je vois qu'il y a des experts, vous pourrez vous rencontrer tout à l'heure, de la promotion numéro 1. J'en vois 2 au milieu, 3. Donc, on va vous passer ce petit film. Elles nous donnent un petit peu leur ressenti après cette année avec nous au sein de cette promotion Experte à la Une. Et on revient avec Thierry juste après la vidéo. Le groupe TF1 a lancé en 2021 Experte à la Une. Un programme pour renforcer la représentativité des femmes expertes dans les rendez-vous d'information. Et les résultats sont là. Nous avons besoin de continuer à nous mobiliser pour avoir ces chiffres chaque année et atteindre cette parité d'expertes et d'experts sur nos plateaux dans l'information. Alors, faire partie de la promotion 2022 des expertes m'a permis tout d'abord de faire des rencontres entre les expertes, mais également avec des journalistes, avec des coachs. Et c'est vrai que les échanges qu'on a eus entre nous ont été très riches. On a pu partager nos expériences, voire nos peurs également. Alors, je n'avais pas de réticence par rapport au fait de participer à cette promotion 2022. Par contre, avant de participer à ce média training, j'avais des réticences par rapport aux interventions dans les médias. En fait, je savais que j'avais besoin de faire un média training et je suis très contente d'avoir pu faire ce média training-là. Oui, beaucoup de rencontres inspirantes, alors de la part de celles qui nous ont coachées et également celles qui nous ont fait partager leurs expériences, très, très intéressantes parce que nous avons toujours besoin d'incarner, d'avoir un modèle féminin pour pouvoir se jauger, se juger et puis progresser pour aller vers ce modèle inspirant. Avant les expertes à la Une, avant ce programme de formation, je refusais systématiquement toute sollicitation des journalistes. Avec cette formation et aussi le soutien de la direction de la communication de Météo France et de l'unité média, j'ai pu passer outre et accepter. Et depuis, je suis intervenue dans plusieurs médias. Bien sûr, je recommencerai. C'est pour nous, c'est un moment pour nous, les femmes communicantes ou futures communicantes dans nos domaines d'expertise. Et c'est vraiment intéressant de faire cette expérience. Je le recommande à toutes.
dites oui et puis continuez à vous soutenir les unes les autres. Eh bien, en avant. Go, 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 d'y aller, bien sûr. Le meilleur conseil que moi j'ai reçu pendant cette formation, c'était de prendre du plaisir, de s'amuser. Donc je dirais, faites-vous connaître et amusez-vous. Oui, un conseil peut-être sous forme de citation de Simone Veil. Ma revendication en tant que femme, c'est que ma différence soit prise en compte, que je ne sois pas contrainte de m'adapter au modèle masculin. Vous avez bien fait, mesdames, de dire oui. Thierry, je te laisse nous présenter. Donc, on l'a déjà quand même présenté, mais notre marraine d'honneur, la première promo, c'était Elisabeth Badinter. La deuxième, Clarisse Agbenienou. La troisième, Dominique Bonnat, qui est ici présente et que j'invite à venir. Alors, Dominique Bonnat, vous la connaissez, si je vous en prie. Écrivaine, biographe, membre de l'Académie française, dont je ne sais plus, depuis 2013. Prix Renaudot, prix Interallié, c'est une grande personnalité qui a accepté de marrainer cette promotion d'experts et donc vous allez nous accompagner. Alors d'abord, une question toute simple, pourquoi ? Écoutez, un grand merci de m'accueillir sur ce plateau. J'ai passé un moment magnifique jusqu'à présent en vous écoutant, en observant tous ces sondages qui ont été faits. Lorsque Christelle Chiroux m'a téléphoné, m'a invitée à être la marraine, d'abord j'étais très heureuse qu'elle ne m'ait pas proposé d'être un parrain, parce que le mot à l'Académie française, on y est sensible, on en est encore à parrainer, pas à marrainer, donc c'était une première chose, porte ouverte sur la marraine. Mais surtout, elle m'a dit cette chose tout à fait étonnante, elle m'a dit, écoutez, vous me paraissez la personne idéale pour ça, car vous avez été recalé 2 fois à l'Académie française avant d'être élu. Et comme je cherchais en moi-même où était l'adversité, Christelle me l'a rappelé immédiatement. Donc, je me suis dit que je n'étais pas complètement illégitime pour venir avec vous. Et c'est donc avec beaucoup de joie que je vois arriver la future journée où nous allons être ensemble, donc les expertes et puis moi, pour dialoguer, pour échanger autour de nos parcours professionnels, autour de nos parcours de femmes, et voir quels sont les pièges auxquels nous avons dû faire face, les obstacles, mais aussi les joies et les bonheurs, parce qu'il faut voir les choses sous un angle très positif avant tout. Dominique Bonnat, vous avez certainement rencontré, enfin vous avez écrit beaucoup de biographies. Plus connue, je dirais, c'est celle quand même de Romain Gary, mais de femmes également. J'imagine que vous avez rencontré dans vos personnages des femmes qui ont dû faire preuve d'adversité. Il y en a une dans votre dernier livre, et je vous le conseille, qui sort là aujourd'hui, Les Partisans. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots sur ces personnages, sur ces femmes ? Oui, alors j'ai écrit, c'est vrai, plusieurs biographies de femmes. Voilà. Merci pour la promo. Ces biographies de femmes sont presque toutes des artistes, c'est-à-dire ce sont des écrivaines ou des peintres. J'ai écrit sur Berthe Morisot, sur Colette, sur Clara Malraux, sur Camille Claudel. Et ce sont des personnages que j'ai étudiés, non pas dans une approche universitaire, comme un sujet d'étude, mais je dirais c'était des cœurs à cœur. Toutes ces femmes, il m'a semblé qu'elles avaient des choses à m'apprendre. Et c'est avant tout à travers Berthe Morisot que j'ai vu qu'on pouvait affronter une société de son temps. Berthe Morisot, qui est la seule femme du mouvement impressionniste, eh bien, en son temps, les beaux-arts étaient fermés aux femmes. On apprenait toute seule, dans son coin, à peindre, à dessiner. Camille Claudel m'a donné l'exemple de la passion, et jusqu'où on ne peut pas porter la passion trop loin. Clara Malraux m'a enseigné qu'on pouvait exister par soi-même, même quand on est marié à un grand homme comme André Malraux, qui vous écrase de son soleil. Donc, elle ne voulait pas rester dans l'ombre du soleil, elle a voulu être elle-même. Et quant à Colette, alors là, c'est un enseignement sur la liberté absolue. C'est un exemple quand on est un peu timide ou réservé, apprendre à sortir de soi, apprendre à aller de l'avant et à se dire que tout est permis. Merci beaucoup, Dominique Bonnat. Vous allez rester avec nous. Thierry,
c'est le moment de nous parler de cette 3e promotion d'expertes. Oui, d'abord, je voulais les remercier. Elles sont ici. Je crois qu'on va les faire, venir sur scène très vite. D'abord parce que les circonstances ne sont pas si faciles que ça, puisque c'était une journée un peu compliquée et que quelques-unes d'entre vous venaient de régions. Mais je voulais aussi saluer l'engagement de la rédac, parce que je vois pas mal de visages, hommes et femmes d'ailleurs, qui sont ici présents depuis le début et qui sont soit parrains, soit marraines, soit ni l'un ni l'autre, mais qui sont venus pour s'informer. Et ça prouve aussi que cette rédaction, ces 2 rédactions, TF1 et LCI, sont très engagées à nos côtés pour changer les choses, et parce que ça nous semble très important comme engagement. Donc, écoutez, vous pouvez venir. C'est avec plaisir qu'on va vous accueillir. Et c'est une promotion. Je regardais tout à l'heure les statistiques, c'était très intéressant, parce que l'un des sujets que nous avons devant nous, c'est qu'on peut avoir des experts dans certains domaines, et des domaines, alors notamment j'ai vu police, justice et autres, on a quelques manques, puisque vous savez que le problème des journalistes, c'est d'aller vite. Donc il faut très vite avoir un carnet d'adresses, et en général, quand on a un numéro et qu'on a, comme on dit, un bon client, parfois une bonne cliente, eh bien, on répète toujours le même geste, on appelle toujours le même numéro. Donc, pour nous, ce qui est important avec ce type de promotion, c'est de pouvoir finalement promouvoir des experts, leur donner des outils qui vont permettre de dire oui quand on les sollicitera, et de renouveler ce carnet d'adresses, de ne pas tomber toujours sur le même numéro. C'est très important pour nous aussi de renouveler ces visages. Donc, voilà à quoi sert aussi une promotion dite des expertes. Et j'allais dire une chose encore, c'est important, c'est que ce n'est pas simplement lié à l'antenne de TF1. Ce que nous faisons ici, c'est donner des possibilités pour que demain, vous puissiez donner des interviews, et oui, sur le service public, sur BFM TV, en radio, donc chez nos concurrents. C'est vraiment pas exclusif TF1 ni exclusif LCI. Et 80% des femmes des précédentes promotions ont eu l'occasion de s'exprimer dans des médias, pas seulement ce TF1, dans des médias, et nous considérons que c'est un bon indicateur, là aussi c'est une bonne mesure, et ça nous encourage à poursuivre. Donc, il y en a une là que je vois régulièrement chez nos concurrents, mais on est ravis quand on la voit. Marion Ménage, voilà, je fais des captures d'écran. No comment, no comment. Voilà, mais tant mieux, voilà, c'est très bien. Donc on vous appelle ? Vous nous rejoignez, donc la promo numéro 3. Rejoignez-nous. Alors, vous êtes pratiquement toutes là. Il y a une personne, une urgentiste de Lille qui n'a pas pu venir pour des raisons personnelles, mais vous avez réussi, malgré la grève, à toutes venir jusqu'à nous. Alors, je vais vous demander rapidement, parce que le temps presse quand même, de dire 2 mots de votre spécialité. Alors, je vais commencer par Laurence Binder. Bonjour et merci beaucoup d'avoir insisté Oui, ça fait 3 fois que j'essaie de la convaincre, Laurence. Et voilà, vous avez réussi à me convaincre. Merci pour cette journée. J'ai trouvé les discours m'ont parlé, m'ont touché. Donc 2 mots sur moi rapidement. Laurence Binder, je suis la cofondatrice de Just Project. C'est une structure d'analyse des discours radicaux. On analyse la dissémination de la propagande radicale et les discours radicaux en ligne. Merci Laurence. Vous aurez comme parrain Arnaud Etcheverry. Je ne sais pas si Arnaud est dans la salle, mais il est là. Je veux dire, il a quand même un petit sujet parce qu'il est rédacteur en chef adjoint du journal de 20h. Tu es où, Arnaud ? Tout en haut. Bon, merci. Nora Lakéal, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour à toutes et à tous. Donc, merci vraiment à TF1 et à vous de m'avoir contacté et de m'avoir choisi pour cette promotion. Je suis un ancien agent du renseignement qui a œuvré... Attention qui a œuvré pendant plus de 20 ans, donc dans l'ombre, dans la lutte antiterroriste et plus spécifiquement sur la lutte contre l'islam radical. Et voilà, aujourd'hui autrice et conférencière. Merci à tous et à toutes. Alors, Nora, vous aurez comme marraine Sarah Lou Cohen. Je ne sais pas, Sarah Lou, tu es où ? Tu es en haut, qui est la chef du service news de TF1.
Anne-Charlotte Roche. Bonjour. Alors, on va avoir moins de mal à savoir ce que vous faites. C'est ça, il y a quelques indices qui peuvent aider. Donc moi, je suis dans la police depuis 2004. Je suis commissaire de police depuis maintenant un peu plus de 2 ans, puisque j'ai profité d'une voie d'accès professionnelle. Et voilà, du coup, je pourrais parler de mon métier. Je suis extrêmement heureuse d'être ici et de pouvoir faire rayonner mon institution pour le 12% de féminines qui en font partie. Merci. Et vous aurez comme parrain Antoine Guélaud, qui est là, qui est le directeur des opérations spéciales et puis aussi le head chef des éditions du week-end avec Audrey Crespo-Mara. Et merci d'être venu parce que vous avez pris votre petite voiture, vous venez quand même de Saint-Brieuc. Je tenais à le préciser. Je précise que ce n'est pas le bout du monde non plus. Non plus, mais bon, c'est quelques kilomètres. Myriam Maestroni. Bonjour, je suis aussi ravie d'être là et puis je voulais rendre un hommage à la promotion précédente puisque je sais qu'il y a aussi des marraines qui ont joué un peu leur rôle. Donc voilà, c'était une façon de penser, de se rappeler qu'il faut aussi se faire la courte échelle probablement à certaines, le plus souvent possible. Moi, je suis dans l'énergie. J'ai passé ma vie dans le pétrole, dans le gaz, les économies d'énergie et la transition énergétique aujourd'hui avec une fondation qui s'appelle le 5T et qui regarde un petit peu comment rendre possible ce net zéro, ce nouveau paradigme éco-énergétique. Voilà. Merci Myriam. Vous aurez comme marraine Anaïs Bouissou, qui est au fond de la salle et qui est chef adjointe au service éco et qui a besoin certainement de beaucoup d'expertes dans ces domaines-là. Alors ensuite, Myriam Merad. Bonjour, je suis ravie d'être parmi vous. Je suis directeur de recherche CNRS et mes thèmes de recherche sont les liens entre science et décision. Je vois une collègue dans la salle. Et notamment sur les thématiques liées au risque de catastrophe et aux sûretés, sécurité, environnement, santé. Alors, vous aurez comme parrain Antoine Habert. Antoine qui est là et qui est le head chef adjoint de l'édition du week-end avec Anne-Claire Coudray. Alors ensuite, Léa Conversi. Vous êtes là. Bonjour. Oui, je suis médecin pédopsychiatre hospitalier. Donc après un parcours d'interne en psychiatrie, j'ai fait un bref passage en addictologie. Puis après, je me suis dirigée en pédopsychiatrie. J'ai fait un clinica de pédopsychiatrie générale. Et puis après, j'ai passé 5 ans dans un service spécialisé en psychiatrie périnatale. Et aujourd'hui, j'exerce dans un service où on prend en charge des enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement complexes, des troubles spécifiques des apprentissages. Voilà. Merci Léa. Et vous aurez comme marraine Caroline Bell, qui est journaliste spécialisée santé au sein de la rédaction de TF1. Ensuite, Monique Poulot. Monique Poulot, vous êtes à côté. Bonjour à tous et ravie d'être là aussi, de faire la connaissance de tout le monde. Donc, je suis pour ma part géographe universitaire et je travaille sur les thèmes du monde rural et de l'agriculture. Un vaste sujet, je pense. Voilà. Merci Monique Poulot. Vous aurez comme parrain Charles Divot. Charles qui est tout en haut et qui est journaliste au service éco. Jessica Pidou. Oui, bonjour. Merci pour le coup d'inspiration avec tous ces mots incroyables avant. Je suis Jessica Pidou, chercheuse postdoctorale au CEE à Sciences Po Paris. Je suis aussi enseignante en politique numérique. Et en tant que sociologue du numérique, je m'intéresse à des vastes sujets, les algorithmes des matching sur les applications des rencontres. Donc, je vais voir avec qui vous m'avez matché. Je travaille avec les chauffeurs Uber à Paris et à Genève pour faire des outils d'analyse des données personnelles. Et je suis directrice de l'association personaldata.io où on protège la vie privée et nos droits d'accès aux données, en fait. Merci Jessica. Jessica Pidou, elle aura pour marraine Lilia Bousfoul, qui est chef adjointe, qui est tout en haut, du service société. Ensuite, Victoria Johnson-Roussillon.
Bonjour à tous, donc je suis Victoria, je viens aussi du secteur du numérique, un peu comme toi. J'ai passé ces dernières années à Bercy, donc au ministère de l'économie et des finances, à développer des politiques publiques pour soutenir la croissance du secteur numérique. Et les 2 dernières années, j'étais conseillère du ministre Cédrico, donc en charge du numérique toujours, et j'accompagne toujours les boîtes du numérique maintenant dans leurs sujets financiers de croissance. Ravie de faire partie de cette promotion et merci pour la qualité des interventions, c'était un très très bel événement. Merci beaucoup. Merci Victoria. Vous aurez comme marraine Elena Despaturo. Elena, elle est tout en haut, elle est journaliste au service Éco. Ensuite, Nathalie Makowski. Bonjour à tous, merci infiniment de me permettre de participer à cette nouvelle promotion. Je suis donc Nathalie Makowski, je suis avocat au barreau de Paris, spécialiste en arbitrage international et en contentieux des affaires. Et à côté de tout ça, je suis aussi très active au sein de la Fondation des femmes et la lutte pour toutes les violences faites aux femmes. Donc les interventions précédentes étaient particulièrement intéressantes. Et j'interviens également dans les collèges et dans les lycées sur les questions de harcèlement et cyberharcèlement, qui sont aussi importantes en ce moment. Merci Nathalie. Alors, votre parrain, lui, n'est pas là, il est en tournage. C'est François-Xavier Ménage, qui est grand reporter et qui travaille notamment pour les éditions du Week-end, mais il rentrera très vite en contact avec vous. Johanna Meuring, qui vient de Grenoble. Oh, quel exploit. Bonjour. Jour de grève, oui. Bon, grâce à vous, j'étais prépositionnée comme les militaires tout à côté dans un hôtel. Donc, grand merci d'avoir facilité la tâche. Donc, oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous et très touchée par cette énergie d'engagement qui est vraiment palpable et très motivante. Je suis donc politiste, chercheur dans le domaine de la sécurité et la défense, avec un focus Europe de l'Est, Russie depuis un certain temps. Et je mène plus globalement des réflexions sur comment fonctionne le pouvoir et la puissance dans ce monde en miettes dans lequel nous vivons. Merci Johanna. Alors, Johanna, elle aura pour parrain Darius Rochebin. Je ne sais pas si Darius est là, je ne l'ai pas croisé, mais il était là tout à l'heure, mais il a dû repartir parce qu'il prépare aussi beaucoup d'émissions, Darius, donc il est présentateur et journaliste sur LCI. On s'est serré les mains. Ah, vous êtes croisés déjà, très bien. Héloïse Fayet. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup pour cette opportunité. L'une de mes collègues a fait partie de la 2e promotion, il m'a dit que du bien de ce programme, donc j'ai hâte de commencer. Donc je suis chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, qui est un think tank qui travaille notamment sur les questions de défense et de sécurité. Et je suis spécialiste de la dissuasion et de la prolifération nucléaire, notamment du nucléaire iranien, ce qui m'occupe évidemment beaucoup en ce moment. Merci beaucoup Héloïse. Alors, votre parrain n'est pas dans la salle, il est souffrant, il m'a envoyé un petit texto ce matin, mais dès qu'il sera rétabli, il prendra contact avec vous. Il s'agit de François Langlais, qui est éditorialiste économie sur TF1 et sur LCI. Charlotte Duc-Brague. Alors, on va lui passer, voilà. Merci. Bonjour. Oui, merci également. Je tenais à vous remercier pour cet événement et la qualité des interventions très inspirantes, et également pour les rôles modèles que vous nous avez donnés en la 2e promotion, et en particulier en Sonia Fibleuil, qui constitue une sacrée ambassadrice de la 2e promo. Donc très brièvement, me concernant, donc je suis spécialisée sur les affaires européennes. Donc j'ai consacré ma carrière professionnelle à ce domaine, au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, et actuellement j'exerce des fonctions à la représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Voilà, donc je m'intéresse à toutes les questions de politique européenne, parce que je pense qu'on a des intérêts très importants à défendre à ce niveau-là. Voilà, et je suis donc dans le cadre de ma formation à l'ENA que je viens d'intégrer. Voilà. Merci beaucoup Charlotte. Alors Charlotte, vous aurez comme marraine Fanny Mailleux, qui est journaliste et qui s'occupe de la cellule des invités sur LCI et dont on a grandement besoin pour qu'elle compose vos numéros. Marie-Eugénie Assanin, vous êtes donc la dernière, je crois, et après on aura fait le tour. Oui, bonjour, merci de m'avoir parmi vous. J'étais aussi très touchée par les présentations. Et d'ailleurs, je suis passée moi-même par Polytechnique, mais en faisant un postdoc.
Donc, j'ai pris la porte des côtés, mais j'étais parmi vos chercheurs et c'était ma porte d'entrée en France. Donc, moi, je suis maîtresse de conférences à Paris-Saclay et directrice de l'axe transition sectorielle de la chaire énergie et prospérité. Donc, mes recherches portent sur l'énergie, l'environnement et les matières critiques pour la transition. Donc, je travaille avec des sujets assez proches avec une autre collègue. Et voilà, mes étudiants de doctorat travaillent actuellement sur la frontière dans les technologies en énergie qui vont nous porter dans la transition aussi net zéro et dans la géopolitique de ces ressources dans un moment particulier comme celle que sévit actuellement. Merci beaucoup, Maria Eugenia. Et donc, Maria Eugenia, vous aurez comme parrain Pierre Galacio. Je ne sais pas si Pierre... Si, il est tout en haut. Tout le service éco s'est mis au fond. Journaliste donc du service éco. Mesdames, on s'incline devant vos parcours quand même. C'est une encyclopédie quand on vous écoute. Merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cette 3e promotion experte à la une. Avant de redonner le micro à Thierry qui va dire un petit mot, je voudrais juste saluer dans la salle également, donc évidemment, les expertes des promos numéro 1, numéro 2 que je vois ici. Je voudrais aussi saluer Laurence Dilouya qui va vous accompagner. Laurence Dilouya qui peut peut-être se lever, qui représente la société Arrêt sur Image et qui est, vous verrez, très appréciée dans notre programme. Vous pouvez demander aux expertes des promos précédentes et qui va vous accompagner sur tous les ateliers de coaching. Thierry ? Oui, non, c'était juste un petit mot parce que je vous écoutais nous dire votre parcours et c'est vrai qu'avec Christelle, on s'est vu à quelques-unes d'entre vous. Et parmi les raisons des freins, vous savez, on posait les questions sur les fameux freins. Et dans les freins, il y avait en effet, on ne se sent pas forcément experte, on ne se sent pas forcément compétente. Je crois que même certains d'entre vous parlaient d'imposture. Bon, honnêtement, quand on voit vos parcours, on se dit, franchement, il y a quand même du boulot pour qu'on arrive à vraiment créer naturellement un sentiment de légitimité. Voilà, je vous le dis parce que je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux que vous dans vos secteurs. Et pour autant, il y a ce frein. Donc voilà, on a la preuve vivante par rapport aux statistiques et aux données que nous avons livrées. Il y a ce travail à faire et c'est ça que nous devons réussir sur cette année. C'est très important pour vous d'abord, à titre personnel, parce que je pense que si vous arrivez à sortir un peu de vous-même, comme vous avez dit, Madame Bonnat, eh ben, vous serez, je pense, contente pour la suite de votre vie professionnelle. Et puis pour nous, parce que ce sera un succès, c'est un de nos objectifs. Donc franchement, il n'y a pas de sujet. Allez-y et vous aurez toute votre place dans nos médias, quels que soient les médias, encore une fois, peu importe que ce soit sur TF1 ou sur LCI. Voilà. Merci à vous en tout cas. Avant de descendre de la scène, on va réaliser une photo avec également les parrains et les marraines. Et puis, on refera, il y a un petit photocall à côté pour ensuite partager un verre et quelques quand même friandises, parce qu'on commence à avoir faim, il est 14h. Je voudrais, avant de refermer cet événement, remercier toutes les personnes qui sont en régie, toutes les personnes qui travaillent auprès de Maëlys Carsabal, Sophie Danis, Caroline de Boudemange, etc. C'est le service de la com qui a participé grandement à mettre en place cet événement auquel vous participez aujourd'hui. Voilà, j'oublie certainement des personnes, mais je remercie toutes les personnes en tout cas qui nous ont aidés pour faire cette opération et qui vont vous accompagner tout au long de cette année. Merci Madame Bonnat. Si les parrains et les marraines veulent bien nous rejoindre pour faire une photo. Et bien sûr, pour les autres personnes, vous pouvez vous rendre dans le foyer où il y a effectivement un cocktail déjeunatoire.